10 mai 1996, l'alpiniste indien Tewong Palajor faisait partie d'une expédition sur l'Everest qui a eu lieu lors de l'une des catastrophes les plus horribles de l'histoire de l'alpinisme. Sur le chemin du retour du sommet, une tempête de neige a englouti la montagne. La visibilité a rapidement chuté et les cordes fixes ont été ensevelis sous d'épaisses couches de neige. Tewong s'est abrité des vents glacés sous un rocher haut dans la zone de la mort. Seul et souffrant du mal des montagnes, il a rendu son dernier souffle. Et ce qui s'est passé sur cette montagne allait choquer le monde et laisser derrière l'un des héritages les plus troublants jamais vus sur l'Everest. D'une vallée terrifiante jonchée des restes d'alpinistes à un processus géologique inhabituel qui modifie la montagne chaque année. Aujourd'hui, je vais vous présenter 7 vérités incroyables sur l'Everest, tellement bizarres et carrément terrifiantes qu'elles ressemblent à des mythes. Bienvenue sur Extrême. Depuis les années 1950, des milliers d'alpinistes ont tenté de conquérir le mont Everest. Ils ont affronté des températures en dessous de zéro, des tempêtes violentes et un terrain si dangereux qu'un seul faux pas peut signifier la catastrophe. Mais tout le monde ne rentre pas chez soi. Plus de 200 alpinistes restent gelés sur les pentes de l'Everest, ce qui lui vaut un surnom glaçant, le plus grand cimetière à ciel ouvert du monde. Ce qui rend cette ascension si terrifiante, c'est que même les alpinistes les mieux préparés sont à quelques minutes de la catastrophe. Avalanches, cascades de glace qui s'effondrent et tempêtes imprévues frappent sans prévenir, laissant les alpinistes en grande difficulté. C'est exactement ce qui est arrivé à Tewong et à 7 autres alpinistes le 10 mai 1996. Tewong travaillait pour la police indo-tibétaine des frontières et était habitué aux hautes altitudes ainsi qu'aux conditions dangereuses des montagnes de l'Himalaya, mais ce jour-là, même son entraînement n'a pas pu l'aider. De nombreux alpinistes ont été surpris par le brusque changement de temps ce jour-là. La vitesse du vent a atteint jusqu'à 110 km/h et les températures sont descendues jusqu'à moins 35 degrés Celsius. Ce changement soudain et sévère des conditions a piégé les alpinistes en altitude sur la montagne et beaucoup ont commencé à se perdre dans la tempête de neige. Tewong a été submergé par la tempête qui a fait rage toute la nuit. Délirant et sans oxygène, il a été forcé de s'abriter sous un petit rocher à plus de 300 mètres du sommet, en plein milieu de la zone de la mort. Chaque seconde qu'un alpiniste passe ici représente un danger pour sa santé. Pour ceux qui ne peuvent pas redescendre, il devient encore plus dangereux de récupérer leur corps. Le poids d'une personne décédée, combiné au terrain dangereux, aux conditions météorologiques extrêmes et au manque d'oxygène, rend cette opération extrêmement risquée. Il peut falloir plusieurs Sherpas et un équipement spécialisé pour déplacer un seul corps, et le coût dépasse souvent des dizaines de milliers de dollars. C'est l'une des raisons pour lesquelles plus de 200 corps reposent encore aujourd'hui sur l'Everest. La présence de ces corps sert de rappel frappant des dangers extrêmes et des défis inhérents à l'ascension du mont Everest. Alors que Tewong était seul sur l'Everest, il a peut-être craint que son corps ne devienne un repère gelé sur ses sommets. Il est difficile d'imaginer l'angoisse qui envahissait son esprit alors qu'il se recroquevillait en boule, effrayé et espérant que quelqu'un viendrait le sauver. Mais aucune aide n'arrivait. Et cette petite grotte rocheuse est devenue son dernier lieu de repos. Elle est devenue connue sous le nom de grotte de Green Boots, nommée d'après ses bottes vives, et ses restes ont guidé d'autres alpinistes vers le sommet pendant près de 20 ans, avant d'être déplacés dans un lieu plus isolé. Green Boots ou Tewong était l'une des 8 personnes qui ont tragiquement perdu la vie lors de la tristement célèbre catastrophe de l'Everest en 1996. Pour ceux qui meurent dans la zone de la mort ou à proximité, leurs corps sont laissés sur la montagne et aujourd'hui, des centaines de dépouilles jonchent le chemin menant au sommet. Le grand nombre de corps figés au sommet de l'Everest nous conduit à une seconde vérité. Une partie de la montagne s'appelle la vallée de l'Arc-en-Ciel. On pourrait croire que c'est un lieu de drapeaux de prière colorés et d'alpinistes partageant leurs exploits, mais ce n'est pas le cas. En réalité, cela fait référence à une section de la montagne située juste en dessous de l'arête nord et cachée parmi elles se trouve l'une des histoires les plus troublantes de l'Everest. Une tragédie si inoubliable que les alpinistes lui ont donné un surnom glaçant. Petite parenthèse dans ce récit chaotique. Pour rejoindre la communauté extrême, accéder en avant-première à nos vidéos et participer à des sondages exclusifs, rendez-vous sur Patreon. À bientôt là-bas. Située dans la tristement célèbre zone de la mort, la vallée de l'Arc-en-Ciel tire son nom des vestes, tentes et équipements vivement colorés de nombreux alpinistes qui ont rendu leur dernier souffle sur la montagne. Leurs corps gelés restent éparpillés sur les pentes glacées et comme d'autres, sur l'Everest, ils servent de repère pour les alpinistes qui cherchent leur voie vers le sommet.
L'une des raisons de la présence de tant de corps dans la vallée de l'Arc-en-Ciel vient de son emplacement dangereux. Elle se trouve en plein milieu de la zone de la mort. À ces altitudes de 8000 mètres, soit plus de 26 000 pieds, l'air ne contient qu'environ un tiers de l'oxygène que l'on trouve au niveau de la mer. Maintenant, ce manque extrême d'oxygène, appelé hypoxie, rend le fonctionnement du corps humain incroyablement difficile, ce qui entraîne une détérioration physique et mentale sévère. En mai 1998, Francis Arcentiev et son mari Sergueï se sont lancés dans une expédition ambitieuse par la voie du col Nord en direction du sommet. Mais le destin n'était pas de leur côté. Leur voyage a été brutal et ils ont dû lutter contre des conditions météorologiques extrêmes, un terrain traître et la menace constante des avalanches. Mais Francis était une femme d'une grande détermination et patience. Ils ont continué portés par leur rêve commun, s'acclimatant lentement à l'air dangereusement raréfié de la zone de la mort. Le 22 mai, elle avait réalisé son rêve et se tenait au sommet du monde, devenant ainsi la première femme américaine à atteindre le sommet de l'Everest sans oxygène d'appoint. Cependant, le triomphe fut de courte durée. La descente de l'Everest est souvent considérée comme plus dangereuse que l'ascension et pour Francis et Sergueï, cela devint une lutte pour la survie. L'épuisement, la déshydratation et le manque sévère d'oxygène commencèrent à faire des ravages. Francis commença à souffrir du mal des montagnes et d'une fatigue extrême. À un moment de la descente, Francis et Sergueï ont été séparés. Les circonstances exactes restent floues, mais cette séparation a déclenché une chaîne d'événements tragiques. Francis a été retrouvé plus tard en mauvaise santé par une équipe ouzbèque et par d'autres alpinistes. Allongée près de le deuxième ressaut à environ 7986 mètres d'altitude, elle était à peine consciente, souffrant de graves gelures et des effets débilitants de l'altitude extrême. Ces derniers mots hantent encore les alpinistes aujourd'hui. « Ne me laissez pas seul, s'il vous plaît », supplia-t-elle. Les alpinistes, ayant rencontré Francis, ont fait face à un dilemme éthique insoluble. Dans la zone de la mort, où la survie est primordiale et les ressources sont rares, tenter de secourir complètement un alpiniste incapable signifie souvent risquer sa propre vie. L'air est trop rare, le terrain trop traître et le corps humain trop fragile pour porter une autre personne sur une distance significative. Malgré leurs efforts pour lui apporter une certaine aide, ils ont finalement dû l'abandonner pour se sauver eux-mêmes. Francis Arcentiev est décédé le 23 mai 1998, son corps restant sur la montagne, préservé par le froid extrême. Son apparence paisible, comme si elle dormait simplement, lui a valu le surnom poignant de la belle au bois dormant de l'Everest. Le corps de Francis est resté gelé dans la tristement célèbre vallée Arc-en-Ciel, et sa veste violette est devenue l'une des nombreuses couleurs qui se détachaient sur le fond de neige blanche. Les corps abandonnés sur l'Everest restent très bien conservés à cause du froid extrême et du manque d'oxygène. En fait, les cadavres et leur équipement peuvent souvent rester exactement comme ils étaient lorsqu'ils ont touché la neige pour la première fois, et ce, pendant des décennies. Francis est resté près d'une décennie sur la montagne avant que son corps ne soit déplacé vers un lieu plus isolé, loin de la voie d'escalade. Son histoire est un rappel sombre des dangers de la zone de la mort de l'Everest et sert d'avertissement puissant aux alpinistes pour qu'ils abordent l'ascension avec le plus grand respect, une préparation minutieuse et une extrême prudence. Mais au-delà des vérités effrayantes qui font douter de l'envie de gravir l'Everest, d'autres aspects surprenants de la montagne sont difficiles à croire. Saviez-vous que vous pouvez consulter vos réseaux sociaux en montant la montagne ? Le camp de base de l'Everest se trouve peut-être à plus de 5200 mètres d'altitude, mais cela ne l'a pas empêché d'évoluer avec son temps. Ce qui était autrefois une simple randonnée permettant aux alpinistes de rejoindre les camps supérieurs et finalement le sommet est devenu une destination touristique avec des tentes communes pour les repas, des endroits pour recharger les appareils électriques et même du Wi-Fi tout au long du parcours. Bien que l'idée du Wi-Fi sur l'Everest puisse sembler moderne, son intégration dans la planification et l'exécution des expéditions est devenue de plus en plus essentielle, dépassant la simple commodité pour devenir un outil utilisé pour la réussite et la sécurité. Pendant la randonnée vers le camp de base, les alpinistes peuvent acheter des cartes prépayées pour le Wi-Fi dans les maisons de thé. Cependant, il n'y a pas de Wi-Fi public au camp de base lui-même, mais certaines compagnies d'expédition disposent de leur propre connexion Internet par satellite, coûteuse, qui est gratuite pour leurs clients. L'arrivée du Wi-Fi sur l'Everest a transformé l'alpinisme. Les grimpeurs restent en lien avec leurs proches et partagent de leur progression et état de santé. En attendant la suite de leur voyage, ils peuvent appeler un membre de leur famille à des milliers de kilomètres. Ce lien personnel peut être un important facteur de motivation pendant l'ascension dangereuse et épuisante.
L'essor des réseaux sociaux a vraiment influencé la disponibilité du Wi-Fi sur l'Everest. Les alpinistes partagent fréquemment leurs expériences en direct, publiant photos et mises à jour pour un public mondial. Cela leur permet non seulement de documenter leur voyage, mais aussi d'obtenir des sponsors et de sensibiliser à diverses causes, comme les efforts d'Alan Arnett pour faire connaître la maladie d'Alzheimer. Malgré les avantages, la dépendance au Wi-Fi apporte aussi son lot de problèmes de riches, comme la lenteur de la connexion et la difficulté à recharger les appareils dans des endroits isolés. Outre l'usage personnel, le Wi-Fi sert aussi à la communication opérationnelle. Les chefs d'expédition et guides s'en servent pour obtenir des prévisions météo actualisées, souvent imprévisibles sur l'Everest. Des informations météorologiques précises et en temps voulu sont primordiales pour prendre des décisions cruciales concernant les tentatives d'ascension du sommet, et cela peut souvent faire la différence entre la vie et la mort. Constater la présence du Wi-Fi sur la montagne montre que si on avait annoncé à Edmund Hillary qu'un jour, on pourrait échanger instantanément des messages avec un téléphone portable, il nous aurait sans doute pris pour fous. Mais c'est ainsi que les choses évoluent rapidement dans le monde. Cependant, ce qu'Edmund savait, c'est à quel point l'ascension peut être éprouvante pour le corps, ce qui nous amène à notre quatrième vérité. Si vous avez déjà gravi une petite montagne ou même fait une longue randonnée, vous êtes probablement rentré affamé et prêt à dévorer un hamburger ou une pizza. Si c'est le cas, je suis sûr que vous pouvez imaginer à quel point les alpinistes se sentent affamés lorsqu'ils grimpent pendant des semaines sur l'Everest. L'impact physique que cela a sur le corps humain est incroyable. Les fidèles spectateurs de la chaîne savent qu'il faut beaucoup de sang, de sueur et de larmes pour arriver au sommet. Mais en réalité, cela demande une quantité d'énergie folle. Un alpiniste moyen peut brûler jusqu'à 10 000 calories par jour lorsqu'il est sur l'Everest. Pour mettre cela en perspective, l'apport calorique quotidien typique d'un adulte se situe autour de 2000 à 2500 calories. Cela signifie que les alpinistes de l'Everest brûlent 4 à 5 fois plus de calories qu'une personne moyenne. Pour simplement suivre ce rythme, il faudrait manger environ 40 cheeseburgers par jour. Perdre cette quantité de calories est dû à une combinaison de facteurs. Tout d'abord, l'activité physique prolongée de l'ascension, souvent pendant 10 à 12 heures par jour, est incroyablement exigeante. Les alpinistes montent sans cesse, portent de lourds sacs et progressent sur un terrain difficile. L'énergie nécessaire rien que pour la contraction musculaire était considérable. Deuxièmement, le froid extrême oblige le corps à dépenser une quantité énorme d'énergie rien que pour maintenir la température centrale. Le simple fait de frissonner brûle des calories et le métabolisme du corps s'accélère pour produire de la chaleur par des températures en dessous de zéro. Cependant, les besoins caloriques montent en flèche dans la fameuse zone de la mort. Dans cet environnement appauvri en oxygène, chaque mouvement devient incroyablement difficile et le corps peine à accomplir les fonctions de base. Ici, la dépense calorique peut atteindre un chiffre étonnant de 20 000 calories par jour. Mais est-il seulement possible de consommer autant de nourriture en une seule journée ? Combien pensez-vous vraiment pouvoir manger en une seule fois ? Dites-le nous dans les commentaires. La raison de cette augmentation spectaculaire est le grave manque d'oxygène. À ces altitudes extrêmes, moins d'oxygène est disponible pour que les cellules du corps produisent de l'énergie efficacement. Le corps doit travailler beaucoup plus dur pour accomplir les mêmes tâches. Pour faire face à cette perte de calories en montagne, les alpinistes privilégient des aliments riches en calories et faciles à digérer. Et ils essaient de boire beaucoup de liquide pour rester hydratés. De petites collations fréquentes sont essentielles. Celles-ci incluent des fruits secs, des noix, des crackers, des barres énergétiques et du chocolat. Ces aliments, légers et simples à préparer avec de l'eau bouillante, sont pratiques pour les camps en altitude. Malgré cela, la perte de poids reste presque inévitable. Même les alpinistes bien entraînés peuvent perdre entre 13 et 23 kilos au cours d'une expédition de 3 mois. Mais même face à la faim intense, associée à la perte d'appétit due à l'altitude, des centaines d'alpinistes chaque année font tout ce qui est en leur pouvoir pour atteindre le sommet de cette montagne emblématique. Mais parfois, lorsqu'ils arrivent là-haut, des choses étranges se produisent. Ils se retrouvent coincés dans un embouteillage. Imaginez être épuisé après des semaines ou des mois d'ascension pour finalement affronter une longue file d'attente au sommet. C'est la réalité pour de nombreux alpinistes peinant à atteindre le sommet. Les embouteillages sur le mont Everest résultent de contraintes environnementales, de défis logistiques et de facteurs humains, augmentant ainsi les risques pour les alpinistes. Le principal facteur est la fenêtre extrêmement étroite de conditions météorologiques favorables, généralement en mai, qui concentre un grand nombre d'alpinistes sur la montagne en même temps.
Cela peut entraîner plus de 100 personnes tentant d'atteindre le sommet en même temps. Ceux qui se sont retrouvés coincés au sommet comparent cela aux embouteillages de l'heure de pointe. Les alpinistes peuvent rester bloqués à des sections clés de la montagne, comme la marche Hillary et l'arête sommitale. Des images et vidéos montraient des centaines d'alpinistes formant une quasi-file ininterrompue, avançant lentement en montant ou en descendant. Cet encombrement est accentué par le fait que le gouvernement népalais a délivré un nombre record de permis ces dernières années, ce qui entraîne une densité plus élevée d'alpinistes sur la montagne. Imaginez cela. Vous avez grimpé des semaines pour atteindre le sommet, et alors que vous approchez lentement du but, vous vous retrouvez totalement bloqué à seulement quelques milliers de pieds du sommet. Vous êtes épuisé, frigorifié, et vous commencez à ressentir les effets de l'altitude. Le vent hurle dans votre dos, et à tout moment, une tempête pourrait ravager le flanc de la montagne. Mais désormais, vous êtes coincé dans une longue file au sommet de la plus haute montagne du monde. C'est la réalité de nombreux alpinistes, dont certains ont payé le prix ultime à cause de cet arrêt. Le 22 mai 2019, Anjali Kulkarni, une alpiniste indienne de 55 ans, s'est retrouvée coincée dans un embouteillage au camp 4, à 26 000 pieds d'altitude. C'est directement dans la fameuse zone de la mort. Anjali a été forcée d'attendre ici pendant un long moment, mais au fil des minutes, son corps est devenu de plus en plus faible. Au moment où Anjali a enfin atteint le sommet et commencé sa descente, la situation est passée de mal en pis. L'exposition prolongée à l'altitude l'a laissée dans un état de grande faiblesse, et elle est tombée malade au-dessus du camp 4. Elle ne pouvait plus marcher seule, et peu de temps après, elle est décédée. Sa disparition reste un rappel frappant des dangers liés aux longues files d'attente sur l'Everest. La saison 2019 a connu une surfréquentation plus importante. Anjali n'était pas une alpiniste inexpérimentée. Elle s'était entraînée 6 ans pour gravir l'Everest, ayant aussi réalisé l'ascension du mont Elbrus et du Kilimandjaro. Cela montre à quel point les choses peuvent vite mal tourner en montagne, même pour les alpinistes expérimentés. Sa mort a été l'un des au moins 11 décès sur le mont Everest pendant la saison 2019 et faisait partie d'un total de 15 morts sur 6 sommets de 8000 mètres ce printemps-là. Certains accusent de la courte période de météo favorable, d'autres blâment le gouvernement népalais pour avoir délivré près de 400 permis aux alpinistes étrangers cette année-là. Après avoir fait l'objet d'accusations, le département du tourisme du Népal a publié un communiqué et a rejeté ouvertement les affirmations selon lesquelles les conditions de surpopulation auraient directement contribué au décès, attribuant la plupart des morts au mal des montagnes. Mais qu'en pensez-vous ? Le gouvernement devrait-il limiter les permis pour assurer la sécurité des alpinistes et réduire les embouteillages ? Ceux qui atteignent le sommet de l'Everest et retrouvent que leurs familles peuvent fièrement dire qu'ils ont accompli ce que 99% de la population mondiale ne fera jamais. Ils ont suivi les traces de Hillary et Tenzing et accompli quelque chose d'incroyable. Mais saviez-vous que toute personne atteignant le sommet de l'Everest en 2025 aura gravi une montagne légèrement plus haute que celle de Hillary et Tenzing ? Et si je vous disais que ce titan n'est pas statique ? Et si le sol même sous sa couronne glacée continuait de s'élever vers le ciel, rendant une ascension déjà monumentale encore plus redoutable ? La vérité, c'est que la plus haute montagne du monde continue de grandir. Ce phénomène est principalement provoqué par plusieurs processus géologiques, notamment la collision continue des plaques tectoniques. La collision de la plaque indo-australienne avec la plaque eurasienne continue de surélever les chaînes de l'Himalaya. Les scientifiques, grâce à des équipements spéciaux, ont constaté qu'à partir de la fin des années 1990, la montagne s'est déplacée de quelques centimètres vers le nord-est et s'est élevée de quelques millimètres chaque année sous l'effet de ces forces. Plus précisément, le taux de changement vertical dû à la tectonique des plaques est estimé à environ 4 mm, soit 0,16 pouces par an. Même si la croissance est minime, il est fascinant de savoir que l'Everest a grandi de plusieurs pouces depuis que Hillary l'a conquis dans les années 50. Les plaques tectoniques ne sont pas seules responsables de son élévation. Des modèles informatiques montrent aussi l'influence de l'érosion fluviale et du rebond isostatique. Il y a environ 89 000 ans, 2 grands systèmes fluviaux, les rivières Khasi et Aro, ont fusionné à environ 80 km de l'Everest. Cette fusion a créé une force d'eau puissante qui a érodé une quantité massive de roches et de boue à la base de l'Himalaya. Cette réduction significative du poids sur la croûte terrestre près du sommet a provoqué un soulèvement du terrain, un processus connu sous le nom de rebond isostatique. Imaginez ce processus comme un bateau qui flotte plus haut sur l'eau après avoir déchargé sa cargaison.
On estime que ce soulèvement induit par l'érosion contribue à augmenter la hauteur de l'Everest de 0,16 à 0,53 mm par an. Au cours des dizaines de milliers d'années passées, ce processus a permis à l'Everest de passer de 28 867 pieds à 29 031 pieds. Je trouve fascinant que la plus haute montagne du monde grandisse encore chaque année. Si cela vous intéresse, sachez que l'Everest possède aussi plusieurs caractéristiques géographiques uniques qui le distinguent des autres montagnes. Mais elles peuvent causer de graves effets chez les alpinistes cherchant le sommet. Vous voyez, le sommet de la montagne se trouve fréquemment sur le trajet d'un puissant courant jet subtropical qui peut apporter des vents extrêmes et des conditions difficiles au sommet. Ces vents violents frappent le sommet de l'Everest presque toute l'année, surtout durant la saison d'alpinisme, forçant les grimpeurs à attendre des périodes de calme entre les passages du courant jet. Ainsi, les alpinistes attendent une fenêtre météo quand le courant jet se déplace temporairement au nord, loin du sommet de l'Everest. Cela se produit généralement entre le début et la mi-mai, sous l'effet de la mousson de l'océan Indien. Pendant ces périodes, la vitesse du vent peut descendre en dessous de 50 km/h, ce qui est généralement considéré comme la vitesse maximale sûre pour les ascensions encadrées. Une fenêtre similaire, mais moins stable et plus froide, peut aussi survenir fin octobre ou début novembre, à l'approche de l'hiver. Cependant, pendant la pire période de l'année, les vents près du sommet peuvent atteindre jusqu'à 320 km/h, ce qui est considéré aussi fort qu'un ouragan de catégorie 5. Quand le courant jet passe au-dessus du sommet, les conditions deviennent presque mortelles. Ces vents peuvent littéralement emporter les alpinistes de la montagne. Pour saisir la force de ces vents, il faut les considérer comme plus que de simples rafales. Ce sont des forces soutenues et implacables qui peuvent déchirer les tentes, casser le matériel et, plus terrifiant encore, précipiter les alpinistes dans des crevasses de la montagne. Le danger n'est pas seulement physique. Le courant jet influence aussi fortement la pression atmosphérique. Ces vents à grande vitesse peuvent encore abaisser la pression atmosphérique, réduisant l'oxygène déjà rare jusqu'à 14%. À une altitude où chaque respiration est une lutte, cette diminution peut faire la différence entre la vie et la mort. Le courant jet est un rappel frappant de la puissance brute et indomptée de la nature. Sur le mont Everest, il se dresse comme le gardien ultime, exigeant respect, patience et une grande précision dans le choix du moment de la part de ceux qui osent défier le toit du monde. L'une des vérités incroyables de l'Everest est si absurde et terrifiante qu'elle paraît irréelle. Aviez-vous déjà entendu l'un des faits partagés dans la vidéo? Lequel vous a le plus étonné? Dites-le moi en commentaire. Merci d'avoir regardé, à la prochaine vidéo, restez audacieux et courageux.